Alors, dans cette vidéo, je fais une introduction très rapide, mais je ne vais même pas faire de démonstration de cet outil que j'ai mentionné plusieurs fois dans les guidelines et les notes de cours qui s'appelle concept.js. Alors, à quoi ça sert? Donc, ce qu'on va voir pendant le semestre, c'est que on a envie d'écrire différents types de tests automatisés pour nous assurer que notre application se comporte comme elle est censée se comporter quand on fait des modifications de code. Assez souvent, les tests sont aussi utilisés pour décrire le comportement. Donc finalement, au lieu de lire de la documentation, je vais lire des tests. Et si c'est des tests de haut niveau, je vais pouvoir comprendre comment l'application est censée fonctionner, comment elle a été conçue d'un point de vue utilisateur ou d'un point de vue externe. Donc ici, on commence à un bout du spectre qui est le spectre, enfin qui est l'extérieur de l'application. J'ai une application web, et puis maintenant j'ai envie de voir si cette application web, depuis l'extérieur, donc sans avoir accès au code, si elle se comporte correctement. Donc l'idée, qui n'est pas une idée récente, c'est de dire j'ai un navigateur et je vais avoir un moyen de contrôler ce navigateur. Et je vais pouvoir dire au contrôleur, charge cette URL, clique à cet endroit, et ensuite je vais faire des assertions. Non, ben, si tu as cliqué dans cet endroit, ou si tu as rempli ce formulaire, cliqué sur le bouton, voilà ce qui devrait se passer. Donc ça c'est le principe. Une des premières solutions qui avait été développée, c'est une solution qui s'appelait WebDriver, qui après est devenu un standard, c'est-à-dire que le protocole de communication vers cet environnement de test a été standardisé. C'est quelque chose qui est encore beaucoup utilisé et qui souvent est utilisé en dessous de couches supérieures où on facilite l'utilisation de WebDriver. En plus de WebDriver, maintenant, il y a d'autres manières de contrôler un navigateur qui ont été proposées, notamment Puppeteer, mais qui fonctionne uniquement pour Chrome, et il y a d'autres approches. Donc tout ce monde est un petit peu difficile à appréhender parce qu'il y a énormément de combinaisons. On peut utiliser juste WebDriver en Java, on peut utiliser WebDriver avec une surcouche, on peut utiliser une surcouche qui travaille aussi bien avec WebDriver que Puppeteer. Donc c'est un petit peu difficile de savoir qu'est-ce qu'on doit installer et comment ça fonctionne. Donc ce que je propose ici, c'est d'utiliser un outil qui est relativement facile à installer et à utiliser, et où finalement ces choses derrière, donc WebDriver ou Puppeteer, sont utilisées et peuvent être adaptées et configurées, mais on peut avoir une première expérience et commencer à écrire ses premiers tests assez rapidement. Et le but, c'est qu'une personne dans le groupe prenne un peu de lead là-dessus, fasse les premiers tests, comprenne comment ça se passe, et puis après, au fur et à mesure, écrive des scénarios utilisateurs pour valider le comportement de votre application. Donc, à la fin du projet, on devrait avoir toute une série de scénarios qui vont être, par exemple, si j'essaye de créer un compte, mais que je donne un mot de passe qui ne satisfait pas les exigences parce qu'il est trop court, je devrais avoir un message d'erreur. Si j'essaye de me loguer et que mon mot de passe est correct, je devrais arriver sur une page. Si j'essaye de voter pour une réponse, mais que j'ai déjà voté pour cette réponse, mon nouveau vote ne devrait pas être pris en compte. Donc évidemment, plus vous allez avoir de ces scénarios, plus vous allez poser d'assertions pendant les scénarios, plus vous aurez confiance dans votre harnais de test. Puis après, finalement, si vous décidez de faire du refactoring, de nettoyer votre code, de modifier ou de rajouter une fonctionnalité, ben, vous allez pouvoir faire ça avec beaucoup de confiance. Donc, les tests end-to-end sont très utiles parce que justement, on va tester vraiment le comportement de tout le système. Ça, c'est bien. Ils sont lents à exécuter.
en comparaison avec des tests unitaires. Ils sont aussi généralement plus coûteux à maintenir. Ça dépend comment on les écrit aussi. Et donc, on ne va pas uniquement travailler avec des tests end-to-end, on va travailler aussi avec des tests d'intégration, aussi des tests unitaires, et aussi des tests qui valident les exigences non fonctionnelles, comme la montée en charge, comme les performances, comme la sécurité. Donc, il faut vraiment voir que c'est un des outils, c'est un des aspects qu'on va tester. Donc, ce que vous devez faire cette semaine, c'est dans un premier temps, vous suivez le Kickstart ici, où vous voyez que vous allez installer l'outil. C'est un outil où vous allez écrire les tests en JavaScript. Et d'ailleurs, là, je vous conseille d'utiliser Visual Studio Code. Vous allez avoir la complétion automatique qui va fonctionner. Dans IntelliJ, vous allez avoir des messages d'erreur. Je n'ai pas fait les tests avec la dernière version de IntelliJ, mais avec celle que j'ai, ça ne fonctionne pas bien. Donc là, ça vaut vraiment la peine de coder avec Visual Studio Code. Et puis, vous voyez que c'est le genre de choses que vous allez écrire. J'ai un scénario. Si je suis sur une page, donc là, quand ce test va être exécuté, il y a une requête HTTP qui va être envoyée en contrôlant le navigateur. On va attendre que la réponse soit arrivée et on va dire « je vois GitHub ». Donc lui, derrière, ça c'est le framework, c'est cette action ici, elle va scanner le DOM et puis elle va regarder si la chaîne de caractères a été trouvée. Donc il y a tout un langage que vous avez à disposition pour écrire ces actions et ces commandes. C'est ce que vous allez devoir apprendre à maîtriser pendant le semestre. Donc faites ça. D'abord, vous pouvez faire des tests avec des sites externes, hein, donc vous n'avez pas besoin d'attendre que le groupe ait une première version de l'application Java. Vous pouvez déjà apprendre à utiliser le framework. Et puis après, évidemment, vous allez instrumenter, tester vos pages. Une chose à laquelle vous allez devoir faire attention, c'est que pour pouvoir faire référence à ces éléments, donc il y a ici les différentes actions. On peut utiliser différents... je ne sais plus où c'est dans la documentation... Il y a différentes manières de référencer les éléments de la page. Donc, on peut utiliser des sélecteurs XPath, des sélecteurs CSS. Mais vous allez voir que si vous donnez des ID et des noms à vos éléments HTML quand vous écrivez vos pages JSP, ça va faciliter l'écriture des tests. Donc, c'est là où il doit y avoir une collaboration et une discussion entre le développeur qui... fait les vues, fait les pages JSP, et le développeur qui écrit les tests automatisés pour que les deux soient alignés. Alors, le but de la première semaine, c'est de découvrir ça, de commencer à utiliser les choses, mais après, vous allez avoir cette batterie. Et ce que je décris dans les notes, c'est de mettre vos tests dans un dossier que chez moi ici j'ai appelé E2E pour end-to-end. Et puis vous voyez que ici j'ai des exemples et puis derrière j'ai les outputs. Donc quand vous avez des tests qui échouent, vous pouvez avoir un screenshot, et ça c'est quelque chose qui est assez pratique quand on fait l'analyse des tests qui sont en rouge et qui n'ont pas passé le test.